bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être nombreux dans cette salle pour fêter finalement un événement qu'on va décliner tous ensemble, puisque nous sommes réunis aujourd'hui collectivement, à la fois pour honorer de notre présence collective l'association qui œuvre avec nous, l'Autre Cercle, avec laquelle nous avons signé une charte d'engagement il y a quelque temps. Nous sommes aussi là tous ensemble pour avoir une restitution d'une enquête qui a été menée, une enquête Voilà, qui doit venir enrichir notre vision sur le monde donc des lesbiennes dans le cadre de leur visibilité ou invisibilité au sein de l'entreprise. En tout cas, c'est ce que vous nous raconterez dans le cadre de cette première enquête en France. Et puis, nous sommes là également par, je dirais, l'association du ministère donc, qui lutte aujourd'hui dans le cadre de la délégation ministérielle de la DILCRA, qui lutte contre le racisme, contre tous les fléaux d'antisémitisme, que ce soit la haine et l'anti-LGBT. Alors, notre entreprise qui vous accueille tous collectivement aujourd'hui est une entreprise de plus de 46 000 collaborateurs qui est répartie dans l'ensemble du monde et qui, au fond, depuis son origine, encourage la notion de la diversité sous toutes ses formes. Et je crois que, au fond, ce qui nous réunit aujourd'hui tous ensemble, c'est à nouveau notre capacité d'ouverture d'esprit, de nécessité d'ouvrir nos entreprises encore plus au monde de l'inclusion. Et je crois que, au fond, le moment que nous allons passer tous ensemble et à travers les exposés que nous aurons, nous permettront de confirmer que nous devons tous être dans une société et dans une entreprise avec la plus grande ouverture possible. Et je crois que c'est ce qu'on souhaite tous incarner aujourd'hui. Voilà, donc je vous passe la parole. Je crois que c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré de pouvoir faire cette introduction de cette étude Voilà, qui a un mot qui est très, très, très astucieux et qui va coller à vos esprits pendant toute la journée. L'Autre Cercle, nous sommes une association loi 1901, nous sommes un acteur de référence pour l'inclusion des personnes LGBT dans le monde du travail et nous existons depuis 25 ans. 25 ans, c'est une notoriété assise, c'est de la légitimité, et puis aussi c'est un nombre d'acteurs, d'acteurs économiques, dont Soprasteria qui nous accueille, qui nous suit et qui nous suit dans la démarche de l'inclusion des personnes LGBT dans le monde du travail. Donc l'Autre Cercle, c'est 3 missions principales. Bien, c'est engager des acteurs économiques, c'est aussi promouvoir l'inclusion des personnes LGBT, et c'est observer et attester. Et aujourd'hui, on va parler de observer et attester avec cette étude sur la visibilité ou l'invisibilité des lesbiennes. Alors, faisons un petit peu un historique de ça. Moi, j'ai un premier étonnement, c'est que quand on prend en considération les lois Copé-Zimmermann, qui ont été établies en 2011 sur en fait la mixité et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qui fait qu'on a un quota de femmes dans les conseils d'administration ou les conseils de surveillance, qui ont été renforcés en plus par la loi Pax dernièrement sur l'obligation d'avoir 30% de cadres dirigeants féminins à l'horizon 2027 et 40% à l'horizon 2030. Eh bien, aujourd'hui, cette volonté, on va dire, gouvernementale et politique de mettre à l'honneur et de rééquilibrer l'assiette entre les hommes et les femmes, eh bien, on pensait qu'il y avait avoir par capillarité un phénomène dont pouvaient bénéficier les femmes homosexuelles, lesbiennes donc, et bisexuelles. Eh bien, nous, notre cercle, c'est quelque chose qu'on ne constate pas. Qu'on ne constate pas. Ce qu'on constate, c'est peut-être même l'inverse. Lors des événements comme les rôles modèles que nous organisons depuis 4 ans, nous arrivons péniblement à avoir 40% de femmes candidates. Donc, vous imaginez, pour après avoir des lauréats, c'est encore plus difficile dans les sélections. Donc, la vérité, c'est que malgré toute cette politique volontariste, le constat fait qu'il y a quelque chose d'autre qui fait que la visibilité des lesbiennes n'est pas encore au rendez-vous. Bon, on souhaiterait qu'elle soit beaucoup plus forte, on n'est pas au niveau de la parité, ce qui est sûr, et qu'en fait, démocratiquement,
statistiquement, il n'y a rien qui interdit de penser qu'on devrait avoir quelque chose de paritaire. On est 50% d'hommes, 50% de femmes, 10% de personnes LGBT, il n'y a pas de raison qu'il y aurait moins de femmes que d'hommes. Mais en fait, c'est un constat, et je pense que ce qu'on n'imagine pas, c'est que être femme et homosexuel, c'est être complètement un petit peu pris dans l'intersectionnalité au cœur en fait d'une enclave spécifique qui est la lesbophobie, qui est à la fois l'homophobie quelque part, et puis le sexisme, le fait d'être femme. Donc nous, en tant que référence de l'inclusion des personnes LGBT à l'autre siècle, nous avons décidé de prendre à bras le corps cette thématique qui est en souffrance depuis trop longtemps. Et donc, nous avons lancé avec nos partenaires l'IFOP cette grande enquête, première enquête nationale, voire européenne, sur cette thématique, et pour essayer bien de trouver des pistes de réponse pour faire avancer la société sur la visibilité des lesbiennes et des bisexuelles femmes. Merci. Merci de cet éclairage complémentaire. Je vous passe le micro. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je représente aujourd'hui la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Alors, je prie tout d'abord d'excuser l'absence de Sophie Élyséon, qui est retenue par d'autres obligations, mais qui tenait à réaffirmer le soutien de la DILCRA et à travers moi le soutien de la DILCRA à l'autre cercle. Et nous sommes très heureux depuis l'extension de la DILCRA à la haine anti-LGBT en 2016 de soutenir les différentes actions de l'autre cercle, notamment pour la visibilité, notamment pour l'inclusion de toutes les personnes LGBT. Et c'est effectivement important de les nommer et de les étudier de manière spécifique. Dès 2017, nous avons soutenu la DILCRA à travers différentes actions, des outils de e-learning notamment, ou encore les guides réalisés par l'autre cercle. Alors, notamment, mon employeur a fait son coming out, et puis l'autre très important guide sur la transidentité en entreprise de l'autre cercle PACA, transidentité, quelle bonne pratique pour les DRH et managers. Alors, quand Catherine Tripon est venue nous parler à Sophie Élyséon et à moi-même de cette enquête sur la visibilité des lesbiennes, nous avons évidemment tout de suite été enthousiasmés par ce projet, par cette belle idée d'enquête et par la nécessité, par le besoin de la soutenir. D'autant plus que cette action s'inscrit totalement dans le plan de mobilisation contre la haine et les discriminations anti-LGBT, sorti en octobre 2020, lancé par la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, Elisabeth Moreno, qui est la ministre de tutelle de la DILCRA et qui soutient bien évidemment également cette action. Cette action s'inscrit à l'intersection de deux grands axes de notre plan, qui est favoriser l'inclusion et lutter contre les discriminations au travail. Et évidemment, l'autre cercle en est un des principaux acteurs dans cette mission, et notamment pour sensibiliser aux LGBT-phobies dans le monde du travail, également pour inclure les salariés LGBT en entreprise, mieux accueillir les personnes LGBT, à travers également la charte de l'autre cercle que la DILCRA et le ministère ont signé il y a quelques années. Et puis, à l'intersection aussi d'un autre axe de notre plan, qui est soutenir les publics spécifiques. Et nous avons tenu dans ce plan à avoir des actions spécifiques à ces publics, peut-être trop souvent oubliés, en tout cas trop souvent invisibilisés, que sont les personnes trans, que sont les personnes bisexuelles, que sont les personnes lesbiennes. Et nous avions explicitement cette action qui était soutenir des enquêtes spécifiques sur la lesbophobie et la biphobie. Et je crois que nous y sommes, et c'est d'autant plus important dans le monde du travail qui autant d'autres milieux les personnes peuvent s'affranchir et sortir de ces milieux, autant le milieu du travail, c'est évidemment un endroit où les personnes doivent être bien accueillies et bien intégrées, et c'est vraiment le but de vos actions et de cette enquête qui va nous permettre de savoir quelle est la réalité de cette visibilité ou invisibilité. Et j'aime beaucoup ce titre de Voilà, et on a hâte en tout cas d'avoir les résultats, et on remercie aussi le sondeur de sa contribution à cette très belle action pour faire avancer les choses sur la lutte contre
la lesbophobie et toutes les LGBT-phobies. Je vous remercie. Oui, oui, bien sûr. Je n'ai pas oublié que Accenture est en ligne avec nous. Et voilà, donc ravie parce que je sais aussi que vous participez activement au soutien de cette démarche. Ravie de vous accueillir, Stéphanie, parmi nous. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous nous entendez, Stéphanie? Ravie d'être parmi vous. Donc, je suis Stéphanie Gendard, je suis en charge d'un secteur d'activité chez Accenture en France et au Benelux. Et puis, je suis aussi le sponsor au sein du comité de direction Accenture France des initiatives inclusion et diversité. Et bien sûr, nous, chez Accenture, depuis plus de 20 ans, on s'est engagé à transformer notre culture, notre environnement de travail pour le rendre le plus inclusif possible et permettre à l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices d'être eux-mêmes dans le monde du travail. Alors, cette volonté, elle s'est concrétisée par la signature dès 2005 de la Charte de la diversité, par la garantie dès 2013 de proposer le même niveau de rémunération à compétences égales entre les femmes et les hommes, de mettre en place des formations favorisant le développement des collaboratrices, l'évolution des mentalités de tous. Engagement, on les a aussi renforcés en 2018 avec le grand chantier lancé contre le sexisme dit ordinaire et puis la signature de la charte Stop. Et puis dès 2013, on était avec le TROCERF et puis 8 autres organisations parmi les premiers signataires de la charte de l'engagement LGBT+, pour favoriser l'inclusion, le respect, la protection des personnes LGBT dans nos environnements de travail. Et puis s'assurer que toutes et tous peuvent être eux-mêmes et puis consacrer l'essentiel de leur énergie à être performants dans leurs activités plutôt que de cacher et d'avoir une charge mentale d'invisibilisation. Au-delà de toutes ces actions, on a aussi compris assez récemment en fait qu'au-delà de traiter les sujets de diversité en silo, on avait besoin d'avoir un regard un peu plus holistique sur toutes ces questions, parce qu'on a mené aussi des enquêtes et les difficultés d'invisibilisation et de rejet, elles sont souvent renforcées quand une personne, elle porte plusieurs diversités. Alors, c'est l'effet double peine. Et donc, moi, je suis ravie qu'on soit partenaire de ce projet Voilà. J'adore aussi le nom qui parle de l'invisibilisation des femmes lesbiennes et puis qui va nous permettre d'observer la situation avec des données. Et on sait que quand on a des données, on peut mieux comprendre, on peut mieux agir sur les conséquences de cette invisibilisation et sur les raisons de cette invisibilisation, et puis construire et puis mettre en œuvre des plans d'amélioration, des moyens pratiques pour favoriser l'inclusion de toutes les femmes, et en particulier des femmes lesbiennes. Alors, j'ai hâte de voir les résultats et les conclusions de l'étude, même si je suis aussi un peu triste de voir qu'en 2022, on a encore beaucoup de chemin à faire, mais je pense qu'on est tous autour de cette table très engagés pour améliorer la place de tous nos collaborateurs et collaboratrices et les encourager à avoir une carrière en toute transparence. Voilà, et merci à l'autre cercle d'avoir lancé ce travail sur ce sujet et de nous permettre d'être partenaires de ce projet. Merci beaucoup, Stéphanie. Je crois qu'au fond, on est tous impatients d'entendre la restitution de cette enquête qui va sûrement nous ouvrir à nouveau l'esprit sur, au fond, notre capacité à accueillir le visible et l'invisible. Donc, je crois que c'est maintenant, je vous laisse la parole pour introduire, au fond, ce beau projet, cette belle enquête. Et puis, nous sommes tous à l'écoute. Merci beaucoup. Alors, j'ai le plaisir effectivement de parler. Alors, on est ravis parce que le comité de pilotage avec Sylvie Mézel, qui est co-responsable de ce projet Voilà, avec Julien Ami, Aurore Fourcy, Héloïse de Nantes, Annabelle Le Guiraud, on est très content d'avoir imaginé ce Voilà qui, lui tout seul, parle. Et on se dit, et voilà. Ça fait quand même pas loin de 15 ans qu'on a abordé la question effectivement des lesbiennes et leur visibilité et de la lesbophobie. D'abord en 2007 avec un programme européen du Fonds social européen où on avait déjà illustré un certain nombre d'éléments avec chercheurs. Et après on a fait d'autres outils, d'autres arguments. Et puis voilà, en 15 ans il s'est passé beaucoup de choses. Une plus grande visibilité des LGBT+, en général, une meilleure acceptation de la société, les droits qui ont évolué, donc tout qui fonctionne. Et on se retrouve en 2021 à se dire, bon sang de bonsoir,
à l'édition des rôles modèles qui a lieu tous les ans, rendez-vous le 12 octobre en ligne. On n'a pas de candidature, on a très peu de candidatures de lesbiennes et de bisexuelles. Sur tous les ouvrages qu'on produit, on ne les voit pas. Les réseaux LGBT internes des grandes entreprises ou des organisations publiques, il y a beaucoup moins de lesbiennes que de gays. Il n'y a aucune raison statistique, sociologique, qu'il y ait moins de lesbiennes que de gays qui travaillent. Donc, où est le biais une fois qu'on se dit sexisme, les contraintes diverses et variées? On avait besoin effectivement de sécuriser et d'avoir de la donnée qui manquait. Donc, on a missionné effectivement l'IFOP pour faire en sorte d'avoir de la matière sur un véritable panel représentatif de la société française, et je laisserai évidemment François Cros et Flora Bomelin expliquer dans quelques minutes. Et on voulait le croiser avec des entretiens qualitatifs que nous avons menés, c'est Sylvie Mézel qui vous les présentera tout à l'heure, pour avoir du matériau, pour avoir de la chair, pour avoir du verbatim, et pour pouvoir illustrer réellement ce que les chiffres pouvaient nous donner de matière brute. Et donc, ce projet est né assez intéressant, puisque nous-mêmes, on a appris beaucoup de choses, et en surtout très conscientes et conscients. Et je voudrais juste préciser d'ailleurs, pour les journalistes qui sont présents dans la salle, que le chat est ouvert, et que pour les personnes qui ne sont pas journalistes, merci de laisser plutôt la place aux journalistes pour poser des questions, qui seront retransmises tout à l'heure sans aucun problème. Donc, n'hésitez pas à communiquer à distance, en mettant effectivement aussi éventuellement votre nom, prénom et votre média pour une meilleure compréhension. Voilà, donc j'en dis pas plus pour le moment. Je préfère introduire l'équipe de l'IFOP qui a piloté, donc François Cros, directeur des études de l'IFOP, et Flora Bomelin, qui est directrice d'études, qui ont travaillé finalement sur cette thématique. C'est à vous. Merci Catherine. Merci à tous. Écoutez, en voyant Johan de la Dilcra, ça me rappelait qu'il y a quelques années, nous avions publié une grande enquête, la première auprès d'un échantillon représentatif de LGBT. Et la conclusion, c'était que les mécanismes de l'homophobie étaient tellement inséparables des normes de masculinité et de féminité qu'il faudrait à tout prix aller plus loin dans le cadre d'une enquête de fond qui permettrait justement de distinguer clairement, plus finement, ce qui relevait de la gayphobie de la lesbophobie. Et grâce à l'autre cercle, grâce aux moyens humains, techniques et financiers que vous avez investis, on a réussi à faire la première enquête, c'est vraiment historique, la première enquête faite en France auprès d'un échantillon national représentatif de lesbiennes et de bisexuels. C'est un échantillon au total de 2400 personnes, au sein duquel nous avons isolé 1400 lesbiennes et bisexuelles actives professionnellement. C'est vraiment quelque chose qui fera date et dont on peut être très fier d'avoir, nous, à l'IFOP, au sein du pôle genre, sexualité, santé sexuelle que je dirige, pour accompagner une association en pointe sur ces sujets depuis des années. Alors, juste une petite seconde, François, je t'interromps. On a fait une recherche, on n'a pas vu d'équivalent en Europe. Donc au moins sur le territoire européen, il n'y a pas d'équivalent d'enquête de cette nature. Je te rends le bâton. Très bien. Vous savez bien que le terme d'homophobie a tendance à regrouper les phénomènes d'exclusion analogues aux expériences gays et lesbiennes, mais en réalité, la plupart des études, des analyses, sont centrées au fait, sur le point de vue des hommes gays qui négligent les mécanismes d'exclusion spécifiques aux lesbiennes qui, comme vous le savez, associent sexisme et homophobie. Et donc, grâce à cette enquête, on a pu chiffrer, on a pu mesurer vraiment concrètement, de manière totalement complémentaire à l'étude qualitative, ce qui relevait à la fois de la visibilité, des formes d'invisibilité, des freins et des leviers à cette visibilité, et aussi quelque chose qui est essentiel pour expliquer le niveau d'invisibilité encore élevé, qui est les différentes formes de stigmatisation, de discrimination dont ces femmes peuvent être visibles sur leur lieu du travail, sachant que c'est aussi une des conclusions, on verra, de l'enquête, que ça a un impact très fort, non seulement sur leur carrière, mais sur leur santé mentale. Je passe la parole à Flora pour vous présenter plus amplement ces résultats. Merci François. Alors, pour commencer tout de suite, donc un premier indicateur qu'on voulait partager avec vous, c'était celui de la visibilité de son orientation sexuelle au travail. Et les résultats que vous pouvez voir, alors on a chiffré donc différentes populations, lesbiennes, bisexuelles. Par un souci de facilité, moi je vais m'attacher aux chiffres en rose auprès des lesbiennes, mais évidemment vous avez tous les chiffres qui sont présentés, vous verrez que les mécanismes sont toujours les mêmes. Ce qu'on peut dire en premier lieu, c'est que cette visibilité, en fait, elle est perfectible. On a moins de la moitié des lesbiennes qui sont visibles auprès de l'ensemble de leurs collègues.
et on a à peine plus d'un tiers qui sont visibles auprès de leur supérieur hiérarchique direct. Donc le premier enseignement, c'est que cette visibilité, elle est perfectible. Ce qu'on note aussi, c'est que on a des facteurs de profil personnel ou structurel qui peuvent jouer sur ce degré de visibilité. Les femmes qui sont plus âgées, qui sont racisées, sont moins visibles que les autres femmes lesbiennes. Et puis, d'un point de vue plus structurel, les femmes qui travaillent dans un environnement de travail, un secteur plus masculinisé, sont également moins visibles. Et ça, on le verra, c'est un élément qui traverse cette enquête. Si on va sur un deuxième indicateur, donc là on prend le pendant négatif, l'indicateur dans l'autre sens, on a indiqué la proportion de femmes qui ne sont pas du tout visibles des différentes populations qu'on a listées. Et notamment, je voudrais qu'on s'attarde sur ce chiffre qui est en bas à droite de l'écran. On a 30% de femmes lesbiennes qui ne sont absolument pas visibles de leur supérieur hiérarchique direct. Donc ça veut dire une lesbienne sur 3 n'est pas du tout visible. On vous a indiqué aussi un benchmark, parce que c'est des questions qu'on a posées par le passé auprès d'une population homosexuelle masculine, et vous voyez que les scores sont à peu près similaires, puisqu'on est sur 28% des hommes gays qui ne sont pas du tout visibles de leur supérieur hiérarchique direct. Donc on se situe dans le même étiage, et surtout ces chiffres, ce qu'ils nous disent finalement, c'est qu'ils dessinent le chemin qui reste à parcourir pour que la visibilité soit même plus un sujet en fait pour les lesbiennes en entreprise. Alors juste sur ce chiffre, qui est quand même un des premiers enseignements, c'était quelque peu une surprise de savoir que, in fine, on avait à peu près autant de lesbiennes que de gays qui étaient invisibles, environ 3 sur 10. Mais c'est quelque chose qui peut paraître un peu différent de ce qu'on observait par rapport à d'autres enquêtes, notamment Autre Cercle ou BCG, mais qui là souvent étaient non pas des enquêtes faites sur un échantillon représentatif, mais souvent d'organisations qui sont très actives en la matière et qui peuvent avoir un biais structurel dans les différentes actions qui peuvent être menées en matière de visibilité. Donc, pour nous, c'est des données vraiment nouvelles, récentes, et qui permettent de mesurer l'ampleur, en gros, du problème, aussi bien chez les lesbiennes que chez les bisexuels. Et puis ensuite, ce qu'on a voulu faire, c'était caractériser finalement cette non-visibilité ou cette visibilité partielle, comment elle se manifeste au quotidien dans le vécu des femmes lesbiennes et bisexuelles. Et on le voit sur cette page, en fait, sur cette slide. Ça se manifeste avant tout par une série de renoncements. Donc, si on regarde les deux premiers indicateurs, le fait de renoncer à participer à un événement qui est organisé par l'entreprise, alors que ce soit de manière officielle ou informelle, mais où les conjoints sont conviés, mais en fait, on a près de 40% des femmes qui ont renoncé à y participer pour ne pas avoir à amener leur conjointe. Et puis, on a encore entre donc un tiers et près de 40% qui ont renoncé à des choses plus factuelles. À chaque fois, on est sur les personnes qui ont pu être concernées par la situation. Le fait de renoncer à indiquer le nom de sa conjointe sur sa mutuelle, le fait de renoncer à prendre des congés pour un Pacs ou un mariage, ou de prendre un congé parentalité pour l'arrivée d'un enfant dans le couple. Donc là, on est presque même plus sur un renoncement, on est sur une perte de droit en réalité. Et puis, de manière peut-être un petit peu plus légère, mais plus quotidienne aussi, on a toute une forme de mission de contre-vérité qui ont lieu au quotidien. On a près de la moitié des femmes qui ont déjà omis volontairement de parler de leur activité. Alors, on a appelé ça connoté LGBT, mais voilà, éviter de raconter qu'on a été à la Gay Pride ou à une soirée LGBT. Omettre volontairement de partager ses goûts culturels, encore une fois connotés LGBT. Ça peut être une série télé ou autre. Et puis, de manière plus grave, et encore là, ça concerne encore un tiers ou plus, le fait de travestir sa vie personnelle, de s'inventer une vie affective hétérosexuelle, donc ça peut être changer le prénom de sa partenaire en un prénom masculin, ou même d'adapter sa manière de s'habiller, de se présenter pour coller un stéréotype plus féminin ou hétérosexuel. Donc ça, c'est des éléments qui nous montrent en réalité que la question de la visibilité, c'est une question de charge émotionnelle aussi en entreprise, et ça a été dit précédemment, tout le temps qui est passé en fait à mener cette dissimulation, ou en tout cas à éviter les situations, ça a un poids,
et c'est un poids qui pèse également dans le travail et dans le vécu en entreprise au quotidien. Alors ensuite, on s'est interrogé sur le fait de, finalement, cette visibilité, est-ce qu'elle était choisie ou subie ? Et quand on regarde cet indicateur, on a demandé aux femmes qui ne sont pas visibles actuellement en entreprise, on leur a demandé si elles souhaiteraient être visibles. Et on le voit, on a 51% des femmes lesbiennes qui nous disent avoir envie, qu'elles pourraient avoir envie d'être visibles auprès de leurs collègues. Alors on a distingué à chaque fois collègues ayant le même niveau hiérarchique. Et puis finalement, on a un chiffre qui n'est pas si éloigné, 45% des femmes lesbiennes qui pourraient envisager d'être visibles, enfin qui pourraient le souhaiter, d'être visibles auprès de leurs supérieurs hiérarchiques directs. Donc ces chiffres qui sont aussi assez élevés nous montrent que finalement cette absence de visibilité, cette invisibilité, elle est très souvent subie plus que choisie. Donc, pour aller un petit peu plus loin, on a continué à interroger ces femmes non visibles et on leur a demandé ce qui les aiderait à être plus visibles en entreprise. Là, on vous présente, on leur avait proposé toute une série de propositions. On vous présente celles qui ont émergé le plus fortement, qui sont citées par plus de la moitié des répondantes. Et on voit finalement que ça s'appuie sur deux piliers. D'une part, la visibilité des autres, c'est-à-dire la présence de collègues lesbiennes qui soient visibles, la présence de collègues gays aussi qui soient visibles, et puis c'est en bas du tableau, mais c'est aussi cité fortement, la présence d'une figure inspirante lesbienne au sein de l'organisation. Et puis l'autre pendant, c'est l'exemplarité de l'entreprise, une politique de tolérance zéro. Ça passe par le recadrage de comportements lesbophobes, les sanctions en cas de discrimination, pour que, in fine, on garantisse à tous un environnement de travail qui soit favorable à l'expression de son homosexualité ou sa bisexualité. Alors juste, après ce premier volet qui permet de mesurer l'ampleur et les motifs et freins à la visibilité, une des clés d'explication de tout ça, c'est le contexte d'homophobie, de lesbophobie qui domine dans les différentes organisations. Et ce qui est intéressant dans les slides que va vous présenter Flora, c'est qu'on a distingué différents types de lesbophobie, celle qu'on appelle un peu une sorte de lesbophobie d'ambiance qui peut apparaître légère, mais qui, vous savez bien, peut avoir aussi un impact très profond dans les freins que ça peut engendrer en termes de visibilité. Et puis d'autres formes qui sont à la fois liées uniquement à la carrière et d'autres formes qui sont en fait les plus hard, si je peux me permettre, celles qui sont des agressions verbales ou physiques. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, on va se rendre compte qu'elles sont encore très élevées et souvent même plus élevées pour les femmes que pour les hommes. Et donc, en effet, comme le dit François, on a mesuré d'une part ce qu'on appelait donc la lesbophobie d'ambiance, c'est-à-dire le fait d'une part d'être témoin de l'utilisation de termes LGBT-phobes sans qu'ils soient forcément adressés à la personne. Et ça, c'est 60% des femmes lesbiennes qui en ont été témoins au cours de leur carrière, donc c'est une majorité. Et puis aussi être témoin de partage de jugements LGBT-phobes de la part de leurs collègues. On pense notamment à des discussions qui peuvent avoir lieu sur la PMA, sur le mariage pour tous, où les gens partagent leur jugement. Et ça, c'est encore 46% des lesbiennes qui ont été confrontées. Donc près de la moitié. C'est tout sauf anodin, c'est tout sauf marginal. Et bien évidemment, ça crée un climat qui est peu propice à une visibilité sereine. Et puis, de manière plus dramatique, on a également la moitié des femmes lesbiennes ou bisexuelles qui ont été victimes de leur carrière d'au moins une forme de discrimination ou d'agression. Et là encore, on retrouve, on va dire, des clivages ou en tout cas des facteurs aggravants. On a noté que ce score il est plus élevé quand on est dans des secteurs très masculins. Donc, ce qui nous montre, et ça a été évoqué, les parallèles entre sexisme et lesbophobie, mais aussi des personnes qui vont appartenir aux catégories populaires, des personnes racisées vont être plus fréquemment victimes de discrimination ou d'agression.
Et puis, on a noté également des femmes qui peuvent être plus isolées dans leur activité, soit parce qu'elles sont artisanes, commerçantes ou dirigeantes d'entreprises, peut-être de petites structures, et qui ont moins un réseau de soutien autour d'elles pour les protéger en quelque sorte. Ce chiffre-là, c'est un indicateur qui est construit à partir de différentes formes d'agression ou de discrimination. Je ne vais pas vous citer tout ce qu'on a mesuré, mais simplement pour afficher quelques chiffres notamment, et les plus fréquents, les formes les plus fréquentes de discrimination, d'agression. On a un tiers des femmes lesbiennes qui ont été victimes de moqueries désobligeantes, de propos vexants, et 1 sur 4 qui a été victime d'insultes ou d'injures à caractère diffamatoire. Donc encore une fois, on est sur des chiffres qui sont loin de la marginalité, malheureusement. Et puis pour terminer cette présentation, on a aussi cherché à mesurer l'impact que ces événements avaient sur ces femmes. Donc là, on présente les scores auprès des femmes qui ont subi au moins une forme de discrimination ou d'agression. On a un impact qui est à la fois professionnel sur la carrière, et c'est les chiffres que vous voyez en haut de l'écran. Ça va du fait de s'isoler dans l'entreprise jusqu'au fait de quitter l'entreprise ou l'organisation pour 27% d'entre elles. Et puis, on a également un impact qui est psychologique. On a plus de la moitié qui nous disent avoir traversé des périodes d'anxiété, voire des états dépressifs, et plus d'un tiers qui nous parlent également de pensées suicidaires. Oui, juste là, justement, pour rebondir là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas seulement sur un impact en termes professionnels, on a aussi un impact sur la santé mentale des femmes, avec quand même 38% des lesbiennes qui ont déjà eu des pensées suicidaires. C'est assez incroyable, et on voit bien l'impact de ce qu'on appelle le stress minoritaire, qui est lié à l'obligation de dissimuler à la fois son identité ou l'exposition à différentes manifestations d'hétérosexisme, et qui montre que la lutte contre la lesbophobie, ce n'est pas seulement un impératif moral, c'est aussi un enjeu de santé publique. Merci beaucoup à vous deux. Alors, on va continuer. On fera un tour de questions après, éventuellement des journalistes. Je vous propose effectivement de vous asseoir et d'inviter Sylvie Mézel, qui est donc co-responsable du projet Voilà et membre de l'autre cercle, pour la restitution de ces fameux entretiens que nous avons menés durant la même période d'ailleurs que l'IFOP. Bonjour à tous. Donc, avec Catherine, on va essayer de vous présenter la restitution, donc, on m'entend, hein, de l'enquête qualitative que nous avons menée. Finalement, ce groupe, voilà, il est parti de la question, mais où sont-elles? Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? C'est quand même une vraie question. Et donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce sont les constats. Et fin 2022, nous avons l'intention d'éditer un guide à l'attention des employeurs. Alors, tout d'abord, en termes de méthodologie, on avait bien entendu mandaté l'IFOP et travaillé avec eux sur le questionnaire, et on avait envie de colorer un petit peu cette enquête quantitative, essayer d'avoir un ressenti, d'avoir des verbatims. Et notre objectif depuis le début, c'est de faire en sorte que celles qui veulent devenir visibles puissent le faire sans crainte. Alors, à l'aide de 15 bénévoles membres de l'autre cercle, femmes et hommes, cis ou transgenres, ont été proposés des entretiens en face à face d'environ 3/4 d'heure à partir d'un guide d'entretien avec des questions très ouvertes. L'objectif, ce n'était pas du tout de faire la même chose que ce que faisait l'IFOP, mais c'est vraiment d'avoir une expression très large du ressenti des femmes lesbiennes ou bi. Nous avons eu, donc sur la même période, octobre à décembre, 88 répondantes. Sur la même période, de tout milieu professionnel, de tout niveau social, de tout métier, de Paris, de région, voire de campagne, y compris une agricultrice, et de tous âges, lesbiennes ou bisexuelles en âge de travailler. Donc un panel assez large. Moins d'un quart des femmes répondantes appartenaient ou ont appartenu à l'autre cercle, et il y a eu un mailing pour avoir des répondantes, et à la fin de chaque entretien, on proposait systématiquement aux personnes de diffuser à leur connaissance si elles souhaitaient avoir un entretien avec nous. Ce qu'on constate, c'est que malgré l'engagement d'anonymisation systématique,
on a constaté quand même une autocensure très forte, que ce soit des personnes qu'on connaisse nous, ou même lorsque leur compagne avait répondu, il y avait beaucoup de gens qui ne souhaitaient pas répondre, ce qui était leur droit bien sûr, mais c'est une forme d'autocensure assez forte, et les entretiens qualitatifs dont on va vous présenter les résultats corroborent les constats faits en quantitatif par l'IFOP. Alors tout d'abord, la première question, c'est si vous êtes visible dans votre monde du travail, pourquoi l'êtes-vous? Et donc, je vais vous donner quelques verbatims, puisque finalement l'idée c'est un petit peu de colorer tout ça. Le premier qui vient, c'est c'est naturel, j'ai pas envie de me cacher. C'est plus facile si on est en couple, et c'est encore plus facile si on a des enfants à 2 femmes, parce que c'est plus compliqué de se cacher, et puis finalement c'est quelque chose de plus assumé. Cette visibilité ne peut se faire que si on est déjà visible en famille et auprès de ses proches. Il y a une différence de génération. Les jeunes sont manifestement plus visibles, et les personnes jeunes sont aussi plus ouverts que leurs aînés. Ce qui est important aussi de dire, c'est que, et ça a été noté à plusieurs reprises, quand on ne l'a pas dit dès le départ chez son employeur, eh bien, c'est très compliqué de le dire ensuite, surtout si on s'est inventé une vie hétérosexuelle. Et donc, ce qui advient souvent dans les gens un peu plus âgés, dont je fais partie, c'est qu'on peut devenir visible en changeant d'employeur. Ça a été cité très fréquemment, c'est-à-dire qu'on est souvent invisible dans un premier emploi ou dans quelques emplois ou jusqu'à la quarantaine, ce qui implique un mur important entre vie professionnelle et vie personnelle. Et puis, on devient visible en changeant d'entreprise. Ça a été cité par l'IFOP, l'évolution des droits a facilité la visibilité pour beaucoup. C'est vrai que toutes les discussions du mariage pour tous et de la PMA, ça a créé des discussions au sein du travail, dans quasiment tous les milieux de travail, et qu'à cette occasion, certaines se sont rendues visibles, ou pas, parce que les discussions n'étaient pas toujours si simples. Donc, on a constaté qu'un certain nombre n'étaient visibles uniquement au niveau des DRH et de la hiérarchie. Et puis, beaucoup restent invisibles. Vous avez les chiffres, je ne vais pas les reprendre. Et voilà. Alors, le deuxième point, c'est vraiment la non-visibilité. Et les 2 causes principales que nous avons recensées avec ces 88 entretiens, c'est que vraiment la première chose qui a un poids, c'est le sexisme. C'est vraiment la première source de discrimination dans l'emploi. Ça reste difficile d'évoluer dans le monde du travail quand on est une femme. Les chiffres que l'IFOP a mis en avant selon les métiers, on voit bien que dans les milieux professionnels où il est plus difficile de s'affirmer quand on est une femme, c'est encore plus difficile de rajouter la case orientation sexuelle. La crainte de double discrimination reste très forte, la crainte du double plafond de verre. Et puis, on n'a pas envie d'entendre des blagues douteuses. Je vous invite à visiter le site de l'Observatoire de la lesbophobie pour voir les témoignages édifiants qu'on peut voir sur ce site. Et c'est assez catastrophique de voir qu'en 2022, ça peut encore être le cas. Et donc, pourquoi rajouter un risque de discrimination supplémentaire au simple fait d'être une femme en entreprise ou dans le monde du travail ? Comme dans la société, il est encore acceptable dans le monde du travail d'entendre des propos sexistes ou LGBT-phobes. Ça reste quelque chose finalement d'assez banal, surtout si le milieu professionnel est très masculin. Et ça nous a été dit à plusieurs reprises. Et ça ressort aussi de l'enquête IFOP. Il y a des endroits où c'est vraiment très compliqué d'être une femme, donc pourquoi rajouter une question d'orientation sexuelle ? Le monde du travail reste très sexué en France. Et moi, j'ai été très frappée par une anglo-saxonne avec un verbatim qui dit en France, il faut être désirable quand on est une femme dans le monde du travail. Ça, c'est quand même ce qui n'est pas du tout le cas apparemment, ou en tout cas beaucoup moins, dans le monde anglo-saxon. Ou encore, les femmes sont élevées pour plaire, pour faire plaisir et ne pas se mettre en avant. Donc, pour réussir, il faut s'affirmer, il faut adopter des codes masculins dans beaucoup de mondes de travail. Et donc, on ne va pas rajouter l'orientation sexuelle en plus, parce que c'est déjà très compliqué d'être une femme. Le sexisme, et puis la deuxième grande cause, c'est le mot lesbienne. C'est un mot tabou, en fait, qu'on n'entend pas trop, ou en tout cas,
Il n'y a pas d'image positive de la lesbienne dans l'imaginaire collectif. C'est très fréquemment dit, c'est un mot tabou. Alors, il y a 2 grands stéréotypes sur les lesbiennes. Le premier stéréotype, c'est la femme masculine habillée en vêtements masculins qui serait très indépendante et avec l'idée que la femme remet en question l'ordre patriarcal établi et la lesbienne encore plus. Le deuxième grand stéréotype, c'est l'image véhiculée par l'industrie pornographique et c'est celle clairement d'un fantasme sexuel masculin. Et ça, c'est également très, très répandu. Et donc, il faut savoir quand même que la plupart des lesbiennes ne répondent ni à l'un ni à l'autre stéréotype. Et donc, du coup, dans un monde très hétéronormé, si on veut être visible, eh bien, ça nécessite un coming out permanent. Et on observe dans la société comme dans le monde du travail qu'il y a une méconnaissance de la question LGBT et de la question des lesbiennes encore plus. Beaucoup de femmes interrogées sont fatiguées par le fait de devoir constamment s'expliquer. Et ça, c'est revenu aussi très fréquemment dans nos entretiens. Du coup, il est plus simple de se fondre dans un environnement que de se montrer différente. Dans les verbatims, pour vivre heureux, vivons cachés, c'est ma vie privée, ça ne regarde que moi. Et les réactions en entreprise, souvent, c'est « mais c'est ta vie privée, c'est ta vie privée ». Bon. De même apparaît une grande crainte d'être étiquetée comme la lesbienne du 2e étage, par exemple, plutôt qu'en tant que professionnelle. Et c'est une étiquette qu'on n'a pas obligatoirement envie de porter. Et ce d'autant plus qu'il n'existe pas d'image positive, ou très peu, de rôle modèle positif de lesbienne. Nous restons donc dans un monde professionnel où globalement elle se cache, où elle continue à se cacher. Outre le coût psychologique de cette posture, il y a un coût social, et je reprends les chiffres de l'IFOP parce qu'ils sont très forts. 34% ont renoncé à prendre un congé lié au PACS ou au mariage, 38% renoncent à la mutuelle pour leur conjointe, 33% renoncent à un congé parental à l'accouchement de leur conjointe. C'est quand même des chiffres absolument énormes et terrifiants. Donc en conclusion, il est ressenti comme difficile d'être soi et d'affirmer sa différence dans un monde du travail peu inclusif envers les femmes. C'est particulièrement ressenti comme difficile lorsqu'on est en position d'encadrement. Il y a une grande crainte de perte de crédibilité quand on est encadrant. L'éducation reçue par les femmes dès le plus jeune âge impacte directement le comportement dans le monde du travail. Et finalement, rester caché représente une protection face au sexisme et au cumul potentiel de discrimination. Le repli sur soi assure une forme de protection de la vie privée et de soi. On note également un manque cruel de rôle modèle dans les plus hauts niveaux hiérarchiques, dans le monde politique et dans les célébrités, qu'elles soient sportives, les actrices, etc. Donc, face à ces constats, on vous donne rendez-vous à la fin du mois de décembre, puisque nous allons co-construire avec nos signataires et éditer un guide à l'usage des employeurs pour que les choses puissent évoluer. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, avant de prendre les questions, je vais avec François Leloucollet, notre responsable communication, qui après nous donnera peut-être s'il y a des questions dans la salle de la part des journalistes, femmes et hommes présents et présentes. Quand tout à l'heure Flora parlait d'une figure inspirante, ce sont évidemment les rôles modèles. Alors, on n'a pas beaucoup de candidats de rôle modèle, donc je profite de l'occasion pour rappeler que nous avons notre grande édition, c'est la 4e édition, des rôles modèles LGBT+, et alliés de l'autre cercle qui vont être présentés le 12 octobre et que la campagne de candidature, nomination est possible. On a besoin d'avoir des femmes, les jeunes aujourd'hui ont besoin de voir des personnes qui, porteuses de singularité, réussir leur carrière professionnelle et monter dans la chaîne de commandement. On a besoin d'avoir des femmes patronnes du CAC 40. On a besoin de voir des personnes noires, maghrébines, lesbiennes, transgenres, avec une infirmité visible, qui réussissent leur carrière ou qui continuent leur carrière quand on découvre qu'il ou elle serait gay, lesbienne, bi ou trans, ou qui se retrouvent avec un handicap du fait d'un accident, pour montrer qu'effectivement, avant tout, c'est bien sûr les compétences. Et bizarrement, en tout cas pour les personnes lesbiennes, gays, bi et trans, trop souvent, quand on découvre les collègues, l'entourage ou les sphères hiérarchiques, on découvre que la personne serait dans la catégorie des personnes LGBT+, subitement le regard change. Pourtant, on a recruté la personne, on l'a formée, on a investi, on l'a même promue.
tant qu'elle était dans une espèce de norme. Et on met évidemment des guillemets dans la norme. Donc, c'est cette espèce de... Alors, c'est pas pour autant de LGBT-phobie ou lesbophobie lourde, dans le cas précis, effectivement, des femmes, parce qu'on a bien compris que la question du sexisme au travail, de la non-mixité des métiers, de l'inégalité entre les femmes et les hommes impacte évidemment la vie, donc les freins à la fois culturels et la vie effectivement des femmes au travail, des femmes lesbiennes ou bisexuelles, mais on est quand même dans quelque chose qui aujourd'hui n'aurait plus sa raison d'être, alors qu'entre-temps sont passés la responsabilité sociale des entreprises, les labels égalité femmes-hommes, les labels diversité, l'index diversité, l'index égalité femmes-hommes, les grandes campagnes en matière RH, la politique inclusive, les engagements fermes face aux objectifs de développement durable, les engagements des réseaux patronaux d'entreprises. Enfin, tout aujourd'hui concourt à ce qu'on ait une meilleure compréhension de la mixité, de l'hétérogénéité des personnes qui constituent un corps social dans un cadre de travail. Et ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc vraiment, et on ne va pas dévoiler bien sûr les pistes. Alors, on voyait tout à l'heure ce qu'a présenté François Cros et Flora Baumelin, bien sûr sanctionner les comportements LGBT-phobes. Mais ça, entre guillemets, c'est juste le minimum syndical. Ce qu'on attend, c'est autre chose. Et donc, la seule chose sur laquelle nous allons travailler avec, comme toujours, on co-construit à l'autre cercle des programmes avec des employeurs engagés, c'est de voir quels sont, avec le guide qui sortira au mois de décembre, après celui du guide des alliés du mois de novembre, c'est ce qu'on va trouver comme outil, comme élément, comme bonne pratique, comme suggestion, qu'on va co-construire effectivement avec ces employeurs pour inciter une meilleure visibilité des lesbiennes et bien sûr croiser tout le travail qui est fait sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, comme vous savez, qui est loin d'être un acquis aujourd'hui. François, je crois que tu voulais prendre la parole, non? Ah non, d'accord, ok. Alors, venez effectivement... Alors, François, le nôtre, François Leloup-Collet, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou pas? Oui, très bien. Alors, je pense que c'est visible à l'écran, mais... Ah ok, c'est visible pour nous. Alors, quand vous parlez d'absence de visibilité, c'est-à-dire de ne pas être out et ou cacher son attirance au travail, ou y a-t-il un autre sens au terme dans ce contexte? Alors, l'absence... Vas-y, Sylvie. Moi, je veux bien répondre, oui. Quand on parle de non-visibilité, c'est simplement qu'on ne parle jamais de soi. Ce n'est pas du tout une question d'attirance de quoi que ce soit au travail. C'est simplement quand on n'est pas visible, et ça m'est arrivé pendant longtemps, on prend l'habitude de ne jamais parler de soi et de ne jamais parler de sa vie privée. C'est une habitude. Une fois qu'on l'a pris, c'est très difficile de la perdre d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qu'on fait et finalement... Quand tout le monde est autour du café à parler de son week-end, etc., ben on s'en va, ou on dit rien, ou on répond pas aux questions, ou on devient une artiste de l'esquive des questions. Voilà. Qui est évidemment un sujet qui concerne aussi bien les personnes gays, les hommes en général, hein, bien évidemment. Là, pour le coup, c'est pas un combat, c'est un constat commun. Alors, concernant la méthode des entretiens qualitatifs, les 88 répondantes de l'enquête Quali sont-elles issues du panel des 1400 femmes de l'IFOP? Alors, j'en sais rien, peut-être, mais en tout cas, on n'est pas du tout passé par le canal de l'IFOP. On a vraiment envoyé un mailing à nos adhérentes, à nos rôles modèles, à nos entreprises signataires, et ensuite, au fur et à mesure, et puis à nos connaissances personnelles, les uns les autres, puisqu'on était une quinzaine, et puis au fur et à mesure qu'on avait des entretiens, on proposait, si vous connaissez des femmes dans votre entourage qui seraient susceptibles de répondre, dites-leur, et donc c'est comme ça qu'on a eu un panel finalement très large, puisqu'à 15 plus les mailings. Mais donc, peut-être que dans ces personnes, il y a des gens qui avaient répondu à l'IFOP, mais je n'en sais rien. Alors, durant vos éditions précédentes des figures inspirantes, avez-vous... Ah, ça a été coupé. Alors, donc, on revient juste 2 minutes, François. Donc, concernant la méthode des entretiens qualitatifs... non, pardon. Il y en a une autre qui était sur les pensées suicidaires. Est-ce qu'on avait des chiffres, effectivement, pour les personnes hétérosexuelles? Alors, cette enquête a eu lieu qu'auprès des lesbiennes et des bisexuels, mais dans le passé, nous avions notamment réalisé des enquêtes pour la DILCRA sur l'ensemble des LGBT-phobies, et on avait notamment pu constater qu'on avait au moins une prévalence 3 à 4 fois supérieure de pensées suicidaires, ce qui confirmait aussi des enquêtes qui venaient de Santé publique France de 2005 qui montaient une surexposition des minorités sexuelles à ce type de problèmes psychiques. Voilà. Juste une petite incidence aussi, parce qu'il faut aussi penser à l'avenir. On dit toujours, pensons à nos enfants. Le rapport, il est de 1 à 7 entre les jeunes hétéros et les jeunes gays qui font des tentatives de suicide. Alors, durant vos éditions précédentes, les figures inspirantes, avez-vous pu constater un déclin du nombre de participations?
Vous voyez effectivement, peut-être, j'imagine, l'édition des rôles modèles, nos figures inspirantes. Non, pas du tout. Alors, je n'ai pas les détails. Alors, pour le coup, c'est une bonne question, mais je vais vous proposer d'aller sur le site de l'Autre Cercle. Vous allez voir les éditions précédentes de l'édition des rôles modèles. Je pense qu'effectivement, vous aurez non, on ne va pas l'avoir parce que c'est un nombre assez constant. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que le baromètre, qui est un autre baromètre IFOP Autre Cercle, qui est administré tous les 2 ans auprès des salariés et des agents d'organisations signataires de notre charte d'engagement LGBT+. On triple. Voilà, je ne vais pas dévoiler les résultats puisque c'est le 3 juin, donc on va garder le suspense. Mais il y avait à peu près 7000 répondantes et répondants en 2017, 14 000 ou 15 000 de mémoire en 2020. Et là, on a encore, je vais dire globalement, sans rien dire, qu'on a doublé. Donc, on a la proportion effectivement beaucoup plus présente de femmes et de manière générale, la visibilité beaucoup plus grande dans les organisations qui ont mis un plan d'action, qui se sont engagées, parce que du coup, ça assure et ça réassure une sécurité pour les personnes concernées. Donc, mais ce qui reste vrai, c'est qu'on n'a pas eu cette candidature de lesbiennes pour les dernières éditions des rôles modèles en 2020 et qu'on espère effectivement en avoir un peu plus. Peut-être une question dans la salle pour les journalistes qui sont présents. Merci. Quand vous parlez des discriminations, des agressions dont sont victimes les femmes, est-ce que vous faites la distinction entre les femmes lesbiennes ou bivisibles et les autres ? Dans l'enquête, oui. Alors là, on a présenté des résultats d'ensemble généraux, mais bien sûr que, comme dans d'autres formes de LGBTophobie, plus on est visible, plus on transgresse les normes de genre corporel vestimentaire, plus on est en général amené à être surexposé à ce type de rappel à l'ordre, comme on dit en sociologie, qui veut que vous soumettiez aux différentes formes d'injonctions liées à votre genre. Donc oui, c'est quelque chose qui est encore ressorti dans cette enquête, comme dans d'autres enquêtes précédentes. Merci. Question aussi pour vous. Parmi le panel de répondantes de l'enquête, donc c'est bien l'enquête IFOP, si j'ai bien compris pour le journaliste Jérôme Puy-Grenier, avez-vous eu des femmes s'identifiant comme pansexuelles ? Alors, on a utilisé un critère essentiel qui est le critère de l'orientation sexuelle, c'est-à-dire est-ce qu'on était hétéro, bi, homo. On avait aussi la possibilité de ne pas s'identifier en termes d'orientation sexuelle. On avait aussi parallèlement l'identité de genre qui nous permettait de distinguer les trans, les cis et les non-binaires selon une question extrêmement pédago. Voilà, c'était comme ça que l'enquête a eu lieu, mais l'enquête a eu lieu sur un champ cadré depuis des décennies, qui sont les homosexuels ou les bisexuels. Et le cœur de l'analyse qu'on vous a présenté, il porte plus particulièrement sur les lesbiennes et les bisexuels en couple homosexuel au moment de l'enquête, puisqu'on considérait qu'elles avaient un univers de référence très commun par rapport à notamment des bisexuels qui pourraient être en couple hétéro actuellement. Voilà. Alors, il y a une question de Christophe Martet, Committed. Bonjour, y a-t-il eu des différences en termes de visibilité entre les femmes lesbiennes et les bi en fonction de leur âge ? Alors, en effet, ce qu'on a noté et ce qu'on a mentionné, c'est qu'il y a une différence de visibilité en fonction de l'âge et que les femmes plus âgées, qu'elles soient lesbiennes ou bisexuelles, sont moins visibles. Donc, nous, on l'attribue à un facteur plutôt positif qui est que, malgré tout ce qu'on a dit, c'est plus facile aujourd'hui d'être une lesbienne en entreprise que peut-être il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Mais encore une fois, il y a toute une partie du chemin qui reste à parcourir. Je vois une question de la part de l'Humanité, je n'ai pas vu le nom, mais y a-t-il effectivement des femmes d'outre-mer dans le panel ? Alors, c'est une bonne question. Non, pour des questions notamment de... Les statistiques qu'on a utilisées pour assurer la représentativité de cet échantillon de lesbiennes et de bisexuels ne portent que sur la France métropolitaine. Et comme, je vais vous l'apprendre, 99% des enquêtes faites, notamment des enquêtes électorales ou politiques, elles ne portent que sur la métropole, notamment pour des questions à la fois de délai et de budget, et aussi de mode de recueil, qui fait qu'on ne peut pas avoir les mêmes dispositifs en Outre-mer qu'en métropole. Peut-être qu'il n'y a plus d'autres questions. François ? Non ? Alors, dans la salle.
Oui, bonjour. Concernant le fait de faire apparaître le nom de sa conjointe pour la mutuelle, est-ce qu'on sait si ça implique une renonciation aux soins ou pas, en fait? Qu'est-ce que vous entendez par En renonciation aux fait, soins? le fait de pas, comment dire? Enfin, vous avez dit dans votre étude qu'il y avait énormément de femmes qui renonçaient à faire apparaître le nom de la personne qui partageait leur vie sur leur mutuelle. Est-ce qu'on sait du coup si cette personne, si ça implique une renonciation à aller chez le médecin? Alors, on n'a pas posé une question pour aller plus loin, c'est-à-dire auprès des femmes qui ont dit avoir renoncé à inscrire leur conjointe. On n'a pas posé de questions pour aller plus loin et creuser si du coup ça avait impliqué une renonciation de soins de la part de leur conjointe. Mais en tout cas, voilà, le chiffre est là et la renonciation est fréquente. De toute façon, si vous voulez faire bénéficier la mutuelle de votre conjointe ou de votre conjoint, il faut il ou elle soit inscrite. Donc, s'il n'est pas, bien sûr, la sécurité sociale, parce que la personne est inscrite pour avoir une mutuelle, il faut déjà être identifié dans la CPAM, la sécurité sociale. Donc, elle aura le minimum, effectivement, mais elle n'aura pas ce qu'on appelle de complémentaire. Évidemment, c'est un coût. Donc, quand on connaît la nature d'un certain nombre de soins, de médicaments et de traitements qui peuvent être très lourds, la part sécu est quand même très lourde, très, très, très limitée. Je vais vous parler des lunettes, par exemple, au hasard, ou de tout ce qui est du domaine du dentaire, pour des choses courantes, sans parler de maladies lourdes. Donc, oui, effectivement, c'est un impact sur le budget économique du couple. Hélène Grignon, DRH de Soprasteria, je pense qu'effectivement, Hélène, vous allez pouvoir répondre beaucoup mieux. L'employeur que nous sommes ne connaît pas forcément le nom du conjoint bénéficiaire de la mutuelle. C'est-à-dire que ça peut se faire par inscription directe auprès de l'organisme complémentaire et donc il n'y a pas nécessité dans l'entreprise à indiquer le nom de son conjoint et il peut être bénéficiaire de prestations complémentaires en informant directement la mutuelle. Les employeurs aujourd'hui ouvre l'opportunité, quand on remplit les documents, soit de les renvoyer à l'entreprise, soit de les renvoyer directement à l'organisme. Donc, ça peut faciliter finalement ces étapes qui sont considérées comme un élément bloquant ou une gêne éventuelle. Merci beaucoup, Hélène. C'est vrai qu'il y a 20 ans, l'ULTRASAC, on expliquait ça il y a 15 ans encore. Voilà. Ce n'était pas la majorité. Et du coup, tout le mouvement, entre autres de l'ULTRASAC, qu'on peut assumer, s'attribuer, était justement de pousser l'évolution des lois aussi, de la part des gouvernements successifs, ont rendu visible la notion de couple de même sexe et donc d'adapter l'ensemble des droits et avantages qui entourent effectivement ces volets-là. Donc, il n'y a plus une notion de privation de droit, il y a une notion effectivement de communication qui n'est pas forcément faite par le biais de l'entreprise. Je crois que ça permet aussi de faire un pas vers l'ouverture potentielle. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ou en distance? Et voilà. Y a-t-il aussi des différences dans les réponses en fonction de la région des répondantes? Alors, c'est surtout un gradient urbain-rural qui structure le rapport à l'homophobie au sens large. C'est ce qu'on observe depuis toujours. Les villes, les grandes villes, les métropoles sont toujours le refuge des minorités sexuelles depuis toujours, et on l'observe dans toutes les enquêtes. Donc, bien sûr que dans la France périphérique, au milieu rural, montagne, bien sûr que plus on va être reculé, plus on va être aussi dans des populations aussi souvent plus âgées, qui n'ont pas du tout le même rapport générationnel à tous ces sujets. Mais on a un gradient, en gros, Paris-province, mais au sein de la province, on a aussi d'énormes différences entre les grandes villes et les zones plus reculées. Du coup, explication ce que c'est qu'un gradient. Culture générale, ça fait toujours du bien. C'est le différentiel au fait d'homophobie ou de différentes... On supposait que c'était le terme savant, voilà, mais c'est bien de le préciser. Merci. Alors, y a-t-il eu ou y aura-t-il une... Ah, pardon. Alors, ok. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de différences dans l'approche des questions LGBT entre les pays francophones et anglophones. Et je voulais savoir... qu'est-ce qui explique, enfin j'imagine qu'il y a plusieurs facteurs, mais qu'est-ce qui explique le fait que, par exemple, au Québec, la chercheuse, par exemple, Lynn Chamberlain, sociologue québécoise, a fait plusieurs enquêtes, notamment en 2007, sur justement une enquête similaire. Qu'est-ce qui explique qu'il a fallu attendre 2022 pour que ce soit produit en France? J'imagine qu'il y a plusieurs facteurs. Je vous laisse répondre. Sylvie, je te laisse dévoiler
la personne, effectivement, la nationalité de la... Non, mais juste la personne qui a répondu. La personne qui a témoigné, qui d'ailleurs a témoigné, puisqu'elle est tout à fait visible, elle a fait partie de nos rôles modèles, et vous la verrez chez un de vos confrères ou consoeurs bientôt, était canadienne d'origine, elle avait vécu au Canada. Donc c'est pour ça qu'elle avait une phrase en disant « En France, il faut être désirable ». Pourquoi ça a mis du temps? C'est un peu ce que je vous expliquais. Le sujet LGBT+, est très compliqué en France. Alors, il y a plein d'explications, hein. Moi, j'ai tendance à dire qu'on a une fabrication de nos élites encore extrêmement traditionnelle, extrêmement normée, à défaut de dire hétéronormée, et que ce sujet-là n'était pas mis sur la table parce qu'on n'était pas prêt à mettre un budget. Donc, je me permets de remercier d'abord la DILCRA, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les haines anti-LGBT, Accenture et Soprasteria, qui nous permettent de financer une étude, parce que c'est loin d'être gratuit quand même, ce qu'on fait avec l'IFOP, mon petit clin d'œil, et que donc, ça a un coût, et que personne n'était prêt à mettre ce coût-là, on a décidé de le mettre et de prendre en partie sur nos fonds propres et puis bien sûr sur des financements externes parce qu'il faut réussir à donner de la matière. Vous savez, tant qu'on... À l'autre ça, quand on a lancé l'Observatoire en 2004, on a fait les premiers sondages. Parce qu'il n'y avait rien sur le sujet. Ça pèse combien des gays, des lesbiennes, des personnes trans? Il y en a beaucoup, pas beaucoup, quel pourcentage? On a longtemps dit qu'on estime entre 6 et 10% de la population qui serait effectivement LGBT+. OK, mais une fois qu'on a dit ça, ça pèse combien? Ça donne quoi? Donc on a commencé à créer de la data, comme on dit, justement pour commencer à dire, voilà, on a un poids. Et quand on dit qu'il y a la moitié des personnes qui ne sont pas visibles ou les 2/3, ça commence effectivement à fonctionner. Ça veut dire que globalement, entre 6 et 10% de mes salariés, si j'en ai 1500, 300 ou 55 000, ça commence à faire du monde, ils ne sont pas tous visibles. Donc il fallait qu'on travaille sur ce sujet-là. Donc oui, la question, elle n'est pas vraiment appréhendée aujourd'hui. On n'a pas non plus forcément beaucoup de chercheurs ou des moyens qui sont donnés. Sans doute, je pense que les systèmes de financement des thèses, de travail des chercheurs et des chercheuses n'est pas vraiment très fléché. Donc j'espère que ça va donner l'occasion, et en tout cas, on fera en sorte que ce matériau soit mis à disposition pour des scientifiques et des personnes issues du monde de la recherche pour justement travailler de façon plus claire. Mais oui, il y a un décalage, mais très naturellement, entre les pays du Nord, enfin, Amérique du Nord et Canada, encore que voilà, l'Amérique du Nord qui est quand même sur des sujets fondamentaux, des droits fondamentaux, est en capacité de revenir en arrière. On le voit effectivement avec l'IVG. Donc, rien n'est jamais acquis en la matière, mais en tout cas, on a peut-être construit ça plus durablement et plus calmement, et ça prend plus de temps, mais au moins, ce sera plus durable et on n'aura pas, je l'espère, sauf un retournement politique dramatique, que nous n'avons pas pour le moment, qu'on ne remettra pas en cause, effectivement, ces droits fondamentaux. Si je peux me permettre juste de conclure, au Canada, on est sur un modèle de société beaucoup plus multiculturel et inclusif avec une problématique sur ces enjeux qui est très forte. Nous, à l'IFOP, on avait accompagné notamment des fondations comme la fondation de Jasmine Roy qui a fait une enquête en partenariat avec la DILCRA il y a quelques années sur le sujet. Donc, on avait déjà ça, mais ça fait moi, je suis en charge du pôle genre, sexualité, santé sexuelle, ça fait à peu près une douzaine d'années que la problématique d'une grande enquête auprès des lesbiennes se pose. Et j'ai souvent, par exemple, la DILCRA ou d'autres qui sont venus vers moi pour pouvoir faire ces enquêtes. Et donc, nous, on était vraiment ravis d'avoir enfin un partenaire qui avait la volonté, les moyens pour le faire, puisqu'il faut comprendre qu'en moyenne, quand on fait une enquête auprès de 1000 Françaises, on en a à peu près 1,5%, 2% qui se disent lesbiennes. Donc ça nécessite un investissement technique, je dirais surhumain, qui fait que ça a mobilisé les équipes de l'IFOP pendant plusieurs mois. L'enquête, elle a duré au moins 3 mois. Et donc, on est ravis de pouvoir enfin avoir des données fiables, non pas seulement sur l'ensemble des LGBT, mais dans lequel souvent, en fait, les femmes et les lesbiennes étaient une fraction minoritaire, mais vraiment qui repose sur un effectif de 1400 lesbiennes et bis, qui est quand même extrêmement solide sur cette cible qui n'ont pas en plus d'ailleurs l'ensemble des lesbiennes ou bis, mais celles qui sont en activité professionnelle. Merci François. Alors, on a une question. Alors, comment vous prendra la question en ligne? Du coup, je me demandais si vous aviez pu faire aussi une disparité par rapport à la taille de l'entreprise. Est-ce que les lesbiennes sont plus visibles en PME, grande entreprise? Alors, on l'a fait. C'est pas forcément le facteur qui est le plus fort, où on observe le plus de différences, hein, et c'est pour ça qu'on l'a pas mentionné d'ailleurs, parce que par exemple, le secteur d'activité de l'entreprise est plus marqué. Ce qu'on a noté, c'est qu'il y avait un petit peu moins de visibilité dans les plus petites entreprises. Alors, on a plusieurs facteurs d'explication, mais on peut aussi se dire qu'en fonction de l'environnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir ou pas
sentir une ambiance plus solidaire, enfin plus ouverte, plus inclusive. Et si il y a peu de personnes autour de nous, bah voilà, on perd très rapidement les alliés potentiels qu'on pourrait trouver dans une plus grande entreprise. Alors, j'ai une question en ligne qui est, y a-t-il eu, non, il n'y a pas eu, je confirme, ou y aura-t-il une enquête similaire concernant les personnes transgenres avec une conférence de présentation des résultats pour les mêmes acteurs associatifs avec l'IFOP? Alors, oui, on aimerait bien. Donc, on va chercher un deuxième budget. Bon, déjà, on va finir notre oui, mais on va chercher un deuxième budget et on va travailler effectivement avec nos expertes et nos experts sur la question transgenre à l'autre cercle et dans l'environnement associatif. Donc, volontiers, mais pour ça, il nous faut un budget. Donc, je lance la parole. Je regarde Johan Rosevich, représentant de la DILCRA, tout à fait par hasard. La ministre Isabelle Moreno n'était pas là et peut-être sera peut-être plus elle demain, mais voilà, en tout cas, il faudra qu'on fasse ce travail-là. C'est effectivement extrêmement important. Alors, il n'y aura pas eu d'enquête européenne de ce type, mais a-t-on des datas, notamment provenant des États-Unis ou au Canada, sur ce travail? Et félicitations à l'autre cercle pour cette étude. Merci Christophe Martet. Alors, on a notamment les études de l'AFRA à l'échelle de l'Union européenne qui sont toujours intéressantes. On a aussi eu des rapports, mais qui relevaient à chaque fois sur des échantillons de convenance. Donc, c'est des échantillons non probabilistes qui reposent sur le volontariat et qui ciblent souvent en fait, la partie immergée de la communauté LGBT. Donc, ça va être des sites de rencontres, ça va être des bars communautaires, ça va être des associations militantes. Donc, il y a toujours un biais de représentativité. De même que les enquêtes qui sont faites en entreprise sont souvent faites sur des entreprises qui sont en pointe, qui sont moteurs, comme celles qui sont signataires de la charte de. Donc, il faut toujours interpréter les résultats internationaux avec prudence parce qu'elles ne sont pas forcément construites sur la base des mêmes types de méthodologies. En l'occurrence, chez nous, c'est par quota. Oui, j'ai encore deux questions, donc je vais les dire d'un coup, comme ça, pour essayer de monopoliser le micro. Premièrement, est-ce que dans les entretiens, vous avez noté, alors déjà, est-ce qu'il y a eu des femmes lesbiennes handicapées qui ont été interrogées? Et ensuite, est-ce que vous avez remarqué ou noté des interactions entre sexisme, lesbophobie et validisme? Et deuxièmement, on va dire c'est un peu la question pandémie, c'est est-ce que vous avez noté des effets de la pandémie, du télétravail, notamment le passage vraiment démocratisé au télétravail, sur la façon qu'ont les lesbiennes à, on va dire, se rendre visibles au travail? Est-ce que ça les a mis plus en difficulté pour s'ouvrir à leurs collègues? Alors, pour répondre à votre question, sur les 88 questionnaires, je n'ai pas souvenir que le handicap ait été signalé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de personnes handicapées, puisque la plupart des entretiens se sont faits en visio, comme vous pouvez l'imaginer, puisqu'on était encore en fin 2021. Et ce n'est pas une question qu'on posait. Donc, si les gens ne l'ont pas dit naturellement, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, mais si elles ne l'ont pas signalé spontanément, on ne pouvait pas le savoir. Et on n'avait pas de questions particulières sur le Covid, et je n'ai pas souvenir de verbatim particulier sur le Covid non plus, donc je n'ai pas de réponse. Je sais pas si sur le Covid, on aura des données à publier dans le baromètre de l'autre cercle qui sortira dans quelques semaines. Le 3 juin. Voilà. Et là, ce sera sur la base de l'ensemble des LGBT, dont les lesbiennes, mais en tout cas sur l'ensemble des LGBT. Alors, il y avait une question effectivement. Avez-vous pu observer des différences de réponse entre les organisations signataires de la charte LGBT+ de l'autre cercle et les autres? Alors, côté IFOP, non, puisque c'est une fois encore un panel, un échantillon représentatif de la société française. Et de notre côté, dans les 88, évidemment, il y a eu quelques rôles modèles qui étaient issus des signataires et qui donc étaient plutôt visibles. Je crois que de mémoire, et comme je ne les connais pas tous, on a eu une méthode, un process d'anonymisation et de limite effectivement de connaissance de qui répond à l'entretien. La seule qui savait, en fait, c'était Sylvie, en l'occurrence, la seule qui connaît tous les noms, qui avait connaissance de tous les noms. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait effectivement de personnes issues d'un signataire de la charte qui n'étaient pas visibles. Donc voilà, et c'était pas l'objet, parce que là, vous allez plutôt voir le baromètre le 3 juin, l'impact réel qu'on a depuis 2017 et qui irait plutôt en sa croissance, sans faire trop de teasing, sur le fait effectivement d'être signataire. C'est pas tant le fait de signer, mais c'est effectivement d'avoir, pour signer, il faut revoir ses process, mettre en place un plan d'action. Et comme elle est signée pour 3 ans, il faut tenir le rythme, parce que 3 ans après, il faut re-signer ou pas.
Je pense qu'on a fait le tour des questions pour le moment. Vous avez parfaitement le droit, sinon, de refaire des questions auprès de notre attaché de presse et auprès de nous. Alors, il reste peut-être à conclure. Ce que je propose, c'est une petite faire monter effectivement à la tribune, qui est une fausse tribune, l'équipe effectivement du COPIL de l'autre cercle. Donc, je nomme dans l'ordre d'arrivée Annabelle Guiraud, qui était co-responsable de l'Observatoire, qui a donc piloté toute la partie préparatoire et suivi de l'IFOP, Julien Ami, Aurore Fourcy, Léoïse de Nantes, malheureusement, ne pouvait pas être présente, donc Sylvie Mézel qui est là, et moi-même, et puis on va faire venir aussi, bien sûr, Denis, président de l'autre cercle, et donc vous remercier une fois encore nos partenaires. Je sais, c'est l'usage, donc je lis avec grand plaisir la DILCRA, Accenture et Soprasteria pour ce travail, pour ce soutien financier, parce que rien ne se fait sans argent, rien de bien nouveau sur la planète, mais surtout, on va vraiment mettre un sujet sur la table que personne n'a jamais vraiment voulu mettre. Et maintenant, c'est un appel auprès des employeurs publics et privés pour croiser pour celles et ceux en tout cas qui ont initié des vraies politiques en la matière. L'autre cercle est toujours présent, donc on vous donne rendez-vous le 3 juin pour le baromètre Il faut votre cercle. On vous donne rendez-vous le 12 octobre pour la nouvelle édition des rôles modèles en direct effectivement de la studio, avec le soutien effectivement du groupe Radio France. Nous aurons au mois de septembre le lancement de la charte de l'enseignement pour l'enseignement supérieur, qui va toucher également les étudiantes et les étudiants. Nous avons le guide des alliés, puisque les alliés sont essentiels. Un allié, c'est quelqu'un qui n'est pas porteur d'un critère discriminant, mais qui, s'y porte le sujet, donne de la légitimité et de la clarté. Ce sera au mois de novembre, il y aura le guide du mois de décembre, et puis nous fêterons en fin d'année, on va boire un coup pour fêter les 25 ans de l'autre cercle. On vous remercie beaucoup, et donc forcément très bientôt, d'une manière ou d'une autre, avec l'autre cercle. Au revoir.